Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Aujourd'hui, dans les carnets du Nouveau Détective, on n'avait jamais vu une tueuse d'enfants aussi sauvage et cruelle. Quand le diable s'habille en blanc, une enquête d'Axel Vigneux. La foule est si dense devant le tribunal provincial d'Almeria, sur la côte sud espagnole, que la Guardia Civile a toutes les peines à la contenir. Le fourgon pénitentiaire arrive et s'arrête devant le bâtiment. Des hommes en armes se déploient. La porte arrière du véhicule s'ouvre. Une femme menottée en descend, la tête basse, portant un ensemble blanc et des baskets bleues électriques. Les premiers cris fusent. Arthur! 45 ans, les traits fins, les cheveux épais coiffés en caressage, Ana Julia Quesada pourrait être jolie. Mais en Andalousie, comme dans le reste du pays, elle incarne toute la laideur de l'humanité. De Malaga à Bilbao, de Barcelone à Salamanque, personne n'a oublié son crime. C'était il y a 1 an et demi. La même femme, face aux caméras de télévision, pleurait la disparition du petit Gabriel, 8 ans, son beau-fils. Des plaintes, des sanglots, l'Espagne s'y était laissée prendre. Les images découvertes les jours d'après resteront gravées à tout jamais dans leur mémoire. Un petit bras nu, dépassant d'un carré de terre, et Ana Julia Quesada, criant face aux policiers « Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait !» Seulement détruit une famille, seulement pris la vie d'un enfant adorable. Il y a des affaires criminelles qui deviennent des blessures nationales. Ce 27 février 2018, l'après-midi commençait à peine lorsque le petit Gabriel Cruz, un garçonnet au sourire espiègle, quitte la maison de sa grand-mère dans le village de Los Hortechuelas pour aller jouer avec ses cousins à 100 mètres de là. Ils ont une cabane à finir. La grand-mère l'y autorise sans s'inquiéter. Ici, c'est la campagne andalouse, immense et déserte sous le ciel bleu. Et hormis croiser un scorpion, il n'y a vraiment rien à craindre. L'enfant s'éloigne en trottinant sous son sweat rouge à capuche. Reste dans la maison la mamie et Ana Julia Quesada. La jolie dominicaine n'est pas la mère de Gabriel. C'est la nouvelle compagne du papa. Une femme au passé sulfureux, une ancienne prostituée. Dans la famille, on ne l'apprécie pas beaucoup. Mais Angel a bien le droit d'aimer qui il veut. Quelques secondes après le départ de Gabriel, elle rassemble ses affaires. « Je file !» Puis elle monte à bord de sa petite voiture grise. Le scorpion n'est pas là où l'on croit. Le monde s'écroule l'après-midi même, lorsque la grand-mère réalise que Gabriel n'est jamais arrivé chez ses cousins. Il s'est volatilisé. Alerté, Angèle, le père, arrive en catastrophe. Puis Patricia, la maman dont il est séparé, mais avec laquelle il entretient de bonnes relations. Où est passé l'enfant? Gabriel est timide et peureux. Il n'est pas parti tout seul à l'assaut des collines voisines. L'inquiétude monte en flèche. La police est prévenue. Ana Julia Quesada aussi. Elle revient dardard de son domicile de Vicar. Pour elle, c'est le début du grand show. Un avis de recherche est lancé. La presse se rend à Los Hortechuelas. Dans les 48 heures suivantes, l'Espagne découvre le visage adorable de Gabriel et la situation de cette famille en panique. Une disparition d'enfant, c'est un drame universel qui parle à tous les cœurs. Devant les objectifs, il y a Angel, le papa, qui pleure, Patricia, la maman dévastée par l'angoisse, incapable de comprendre ce qui a pu arriver à son petit poisson, comme elle l'appelle, en référence au dessin animé Le Monde de Nemo, dont Gabriel est fan. Et puis, il y a Ana Julia, la belle-mère, qui, en quelque sorte, crève l'écran. La belle dominicaine est partout, sur toutes les images. Elle vient enlacer tendrement Angel pour le réconforter,
console Patricia, parle à la police, à la grand-mère, à tout le monde. Bref, Anna Giulia en fait des tonnes. À travers l'écran, elle arrive à émouvoir les gens. Mais la police, elle, trouve la belle-mère un peu excessive. Il y a quelques détails qui interpellent les enquêteurs. Anna Giulia a expliqué qu'elle était partie de chez la grand-mère avant que Gabriel n'aille jouer chez ses cousins. Or, la vieille dame est formelle. Elle est partie après. Pourquoi cette imprécision ? Et pourquoi Anna Giulia dit-elle avoir égaré son téléphone portable, ce qui empêche de retracer ses déplacements ? Étrange. Mais il y a bientôt plus inquiétant. Le samedi 3 mars, alors que Gabriel a disparu depuis 4 jours, Anna Giulia convainc Angèle d'aller fouiller une fois encore les alentours de Los Hortichuelas, plutôt que de rester dans son canapé à se morfondre. La démarche n'est pas d'une grande utilité. La police a déjà passé la zone au microscope. Mais Angèle se laisse entraîner, le moral à zéro. Ils s'engagent ensemble sur un chemin de terre, sous l'œil des journalistes qui campent au village 24 heures sur 24. Anna Giulia embrasse Angèle à pleine bouche, lui dit des mots tendres. Elle lui donne quelques calmants qu'il avale docilement. Elle le laisse répondre à une interview en lui disant d'être fort. Elle lui dit « Allons par là ». Et tout à coup, elle désigne une chose blanche dans un buisson. Elle s'avance, se penche. C'est un petit t-shirt. Le même qu'elle a passé à Gabriel le matin de sa disparition, jure-t-elle. Les caméras se précipitent. Les policiers, eux, tiquent franchement. Ils sont passés 15 fois par là. Et ils auraient raté ça. En plus, le t-shirt a l'air de sortir de la machine à laver. Et il n'est même pas humide. Alors que la veille, il est tombé des trombes d'eau. Le soir même, les enquêteurs viennent trouver Angèle et son ex-épouse Patricia en l'absence de la dominicaine. Ils pensent, disent-ils, qu'Anna Giulia est responsable de la disparition de Gabriel. Saoulée de médicaments, Angèle paraît ne pas comprendre. Patricia, elle, baisse les yeux. Moi aussi j'ai des doutes. Gabriel ne l'aime pas, et moi non plus. Vous croyez qu'elle le séquestre quelque part ? Les policiers ne répondent pas. Mais pour en avoir le cœur net, il va falloir la jouer finement, préviennent-ils. Angèle, complètement dépassée, acquiesce un œil hagard. Les jours suivants, les enquêteurs mettent en place leur dispositif. Ils truffent de micros la voiture d'Anna Giulia et l'équipe d'un traceur GPS. Ils la font suivre, jour après jour. Et au détour d'un point d'enquête, ils la ferrent innocemment. Nous avons étudié toutes les images de vidéosurveillance du secteur, lui explique-t-il. Et nous avons repéré une voiture suspecte. Elle roulait en direction de Rodalquilar. Il faudrait peut-être chercher par là. Bien sûr, c'est faux. Ces images et la voiture n'existent pas. C'est un piège. Et Anna Giulia va tomber dedans. Rodalquilar est un autre village du secteur, où Angèle et sa maîtresse viennent d'acquérir une ferme qu'ils ont entrepris de retaper. Le bâtiment est en travaux, et la cour dans un désordre total. Et les enquêteurs pensent depuis un moment que la clé de l'énigme se trouve peut-être là-bas. Le lendemain à l'aube, le soleil se lève à peine, quand Anna Giulia quitte discrètement son domicile en voiture. Direction Rodalquilar. Elle est suivie par des policiers en civil. D'autres flics sont déjà sur place et filment discrètement la ferme au téléobjectif. Anna Giulia arrive. Elle descend de sa voiture et se dirige vers un recoin de la cour où sont entassées des planches et des vieilles chaises. Elle les écarte, relevant un minuscule tertre de terre ocre et de cailloux. Elle balaie la surface du pied. Quelque chose apparaît. Une petite main. Puis
un bras d'enfant. 1 an et demi plus tard, un silence de mort règne dans le tribunal d'Almeria, tandis que les images prises ce jour-là apparaissent sur les écrans. Elles sont à vomir. On voit Ana Julia Quesada creuser la terre ocre et dégager un petit corps qu'elle emballe dans une couverture rose. La couverture de son chien. Puis, elle retourne vers sa voiture en portant son paquet. Elle dit des choses à haute voix, comme si elle lui parlait, le balance dans son coffre et quitte la ferme. 35 minutes plus tard, elle est interpellée alors qu'elle se gare devant son domicile. On lui demande où est l'enfant. Comme elle répond qu'elle ne sait pas, un des flics ouvre le coffre, défait la couverture rose et tape sur le toit de la voiture d'un poing rageur. Gabriel est déjà gris. Il est mort depuis 11 jours. Que s'est-il passé l'après-midi où vous avez enlevé Gabriel? Sous quel prétexte l'avez-vous fait monter dans votre voiture alors qu'il rêvait d'aller construire sa cabane? La dominicaine, en versant une fois de plus des larmes de crocodile, lui répond. Je ne l'ai pas enlevé. Je lui ai demandé de venir m'aider quelques minutes à repeindre les portes de la ferme de Rodalquillar. Je lui ai promis de le raccompagner chez ses cousins juste après. Et une fois sur place, que s'est-il passé? J'étais en train de sortir le matériel de peinture quand j'ai vu Gabriel jouer avec une hache. Je l'ai grondé en lui disant que c'était dangereux. Il s'est énervé et il m'a dit « T'es pas ma mère, t'as pas à me donner d'ordre ». Il criait fort. Je voulais pas que ça dérange les voisins. Je me suis approchée, je lui ai mis les 2 mains sur la bouche pour le faire taire et puis... Qu'espère Ana Julia Quesada en servant à la cour cette histoire à dormir debout? C'est un peu le seul mystère du procès, car pour le reste, les faits sont établis. Les légistes les ont reconstitués dans l'ordre, en autopsiant le petit cadavre. Il y a bien une hache dans le scénario? Oui, un coup en pleine tête, pour commencer. Une fracture ouverte au crâne, un évanouissement. Ana Julia a cru que tout était fini. Elle est allée fumer quelques cigarettes. Elle a fait un peu de ménage à l'intérieur de la ferme. Puis elle est ressortie avec une pelle pour finir la besogne, creuser un trou. Mais là, elle voit que Gabriel est toujours en vie. Alors, elle l'étouffe. D'après les légistes, il a dû s'écouler 90 minutes entre les 2 épisodes. Le pauvre gosse a probablement entre-temps repris conscience. Il a dû souffrir le martyre. Elle a réglé ça à main nue, puis elle a creusé comme prévu. Mais pas assez, car au moment de jeter le petit cadavre dans la terre, nouvelle contrariété, le trou n'est pas assez grand. Il y a un bras qui dépasse. Elle décide alors de le couper, à la pelle. De violents coups de tranchant au niveau de la jointure de l'épaule. Mais ce n'est pas si simple. Impossible de faire de morceaux. Alors, finalement, elle laisse le bras dépasser et le recouvre de terre et de cailloux. Elle verra ça plus tard. Il faut maintenant qu'elle rentre se changer. Ce soir, c'est le grand show qui commence. Et voilà qu'1 an et demi plus tard, face à la cour, face au pays, et malgré des preuves accablantes et les conclusions implacables des légistes, elle remet ça. C'était un accident! Main à plat sur la petite table qui fait ici office de bar. Dans son dos, Angèle et Patricia, assis côte à côte à l'audience, ne disent rien. Ils ne la regardent pas non plus. Et pour cause. Ils ont demandé à ce que l'on dispose une planche de bois pour ne pas l'apercevoir. Pourquoi leur a-t-elle pris leur enfant? Pour comprendre, il faut savoir que ce n'était pas sa première tentative. Est-il vrai que vous aviez acheté sur Internet les 10 plantes les plus toxiques, selon les mots que vous avez tapés sur Google? Oui, parce que je voulais me préparer des masques traditionnels pour la peau, ose répondre l'accusé. La vérité, c'est que tous les mardis, Ana Julia avait la garde du petit Gabriel. Elle lui préparait alors des milkshakes qui, bizarrement, le faisaient souvent vomir. Et tout ça pourquoi?
Selon l'accusation, aucun doute. La dominicaine était jalouse de l'amour qu'Angèle portait à son enfant. Jalouse de ce petit rival qui l'empêchait d'être la seule princesse à la maison. Jalouse de cette Patricia et de sa relation amicale avec Angèle. Le plus simple pour elle était de supprimer l'enfant. Ma cliente dit la vérité. Elle aimait cet enfant et ne préparait ce milkshake que pour le gâter. Intervient alors l'avocate de la défense, qui n'a ici pas la tâche facile. Ah, elle l'aimait, vraiment. C'est le moment que choisit la cour pour diffuser une bande audio insoutenable. Les enregistrements effectués dans la voiture d'Anna Julia, grâce au micro de la police, alors qu'elle quittait la ferme de Rodalquillar, le corps de l'enfant dans son coffre. D'abord un bruit de moteur, puis une bordée d'insultes. « Est-ce bien votre voix ?» demande la présidente d'emblée, pour qu'il n'y ait aucun doute possible. « Oui », répond l'accusé en baissant les yeux. Et l'enregistrement défile. Anna Julia, tout en conduisant, s'adresse au cadavre de Gabriel qu'elle vient de déterrer et qu'elle a massacré à coups de hache, à main nue, à coups de pelle. « Où est-ce que je vais te mettre ? Dans une serre ? Non, on pourrait te retrouver. Alors où je vais te mettre ? Ils veulent leur petit poisson. Ils vont l'avoir, leur petit poisson de mes couilles. Oui, je vais te balancer dans un lac ou une rivière. » Dans les rangs du public, il n'y a plus de cris, plus d'invectives. Les gens sont KO. Ils pensent à Gabriel, qui rêvait de finir sa cabane, à Angèle, qui a partagé le lit de la meurtrière de son fils pendant tout le temps des recherches et qui lui a peut-être fait l'amour. Après la découverte du t-shirt, elle lui avait dit « Dès qu'on a retrouvé le petit, on se marie ». Angèle, sous médicaments, n'est plus qu'un fantôme, suivi en permanence par un psychiatre. Mais il reste encore au public et aux jurés à boire le calice jusqu'à la lie. En 1996, votre fille Ribelka, 4 ans, issue d'un premier lit, a été retrouvée morte au pied de votre immeuble de 7 étages. La police avait conclu à l'époque à une chute accidentelle. Mais on a découvert depuis que vous entreteniez avec cet enfant des rapports conflictuels, que vous étiez seul avec elle cette nuit-là, et que la poignée de la fenêtre était bien trop haute pour que votre fille puisse l'atteindre. L'avez-vous défenestrée ? Elle était somnambule, s'écria Anna Julia. Plus un souffle dans la vaste salle d'audience. Tout à coup, c'est l'univers entier qui se tait. Et l'accusé aussi, quand tombe le verdict. Réclusion à perpétuité. C'est une première en Espagne. Jamais une femme n'avait été condamnée à cette peine. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.